Messieurs, dames, Tanguy Koki. Exprimer mon appréciation à l'égard des organisateurs de ces assises qui nous rassemblent aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir sur la situation du pays, mais également en gardant à l'esprit les prochaines échéances électorales. Vous ne savez pas le sentiment que j'ai quand je me retrouve dans le milieu de l'UDPS. Je me sens de retour au bercail, à la maison. J'ai une histoire très alléchante à l'égard de l'UDPS. Pourquoi? Parce que je fais partie des premières personnes qui ont été initiées au projet de création de l'UDPS. Je n'étais qu'un petit étudiant. Et lorsque la lettre des 13 parlementaires était en train d'être écrite, je faisais la navette entre les acteurs principaux qui me donnaient du papier à transporter ici, déposer là-bas. Et le jour que j'ai parti en Europe pour aller étudier, on m'avait donné dans une enveloppe kaki fermée. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on m'avait dit simplement que quand j'arrive en Europe, si quelque chose se passe au Congo, que je prenne cette enveloppe, que je la remette à Colette Brackman, qui était à l'époque journaliste au journal Le Soir. Je suis arrivé en Europe. Le jour suivant, j'apprends sur tous les médias que les 13 parlementaires venaient d'être arrêtés à Kinshasa. Et quand on ouvre la lettre, l'enveloppe que j'avais, c'était la lettre des 13 parlementaires. Donc, elle est sortie, on les a arrêtés ici, mais on n'a pas étouffé le message parce que le message était déjà sorti. Je garde toujours un souvenir très heureux du président Étienne Tshisekedi. Toutes les fois qu'il est venu aux États-Unis, je l'ai accompagné dans des réunions très confidentielles et très importantes pour le pays. Je me rappelle des rencontres quand j'étais encore à New York avec le congressman Steven Solaz. C'est moi qui avais accompagné le président Tshisekedi et c'est moi qui faisais le traducteur. Il est venu quand j'étais déjà à Washington. Toutes les réunions qu'il a eues au département d'État, c'est moi qui l'accompagnais là-bas aux côtés de notre représentant à Washington, Pierre Kankou Kalala. On avait rencontré le secrétaire d'État Johnny Carlson en 2011, avant que le président ne rentre au pays pour annoncer la candidature qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Donc je garde à l'esprit beaucoup de souvenirs de cette grande personnalité que malheureusement Dieu nous a arraché de notre amour. Et je voudrais le souhaiter encore paix éternelle là où il se trouve. Maintenant, en ce qui concerne ma présence ici, on m'a demandé de venir vous entretenir sur la proposition de loi communément appelée aujourd'hui loi Noël Tchani de verrouillage de l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté, mais également la loi qui porte sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Je voudrais, dès le départ, vous dire que beaucoup de personnes appellent cette loi la loi de la congolité. C'est une erreur. La congolité, c'est un terme inventé par nos détracteurs pour jeter en quelque sorte une mauvaise image sur ce que nous voulons réaliser à travers cette loi. De quoi s'agit-il en réalité? La congolité a été inventée pour rappeler aux gens les souvenirs de ce qu'on a connu comme étant l'ivoirité. En Côte d'Ivoire, il y avait des antagonistes politiques qui se faisaient la guerre. Et certains d'entre eux ont dit que les populations du nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Burkina, n'étaient pas des Ivoiriens. Et le président Alassane Ouattara vient de cette partie-là du nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Burkina. On disait que toutes ces populations étaient des Burkinabés. Donc, ils n'étaient pas des Ivoiriens. Et ils étaient combien? 26% de la population de Côte d'Ivoire se trouve dans cette partie-là, était concernée. 26% de la population du Côte d'Ivoire, ça veut dire 7 millions
d'Ivoiriens à qui on refusait la nationalité ivoirienne. On disait que c'était des Burkinabés. Est-ce que nous avons un problème similaire en République démocratique du Congo? Non. Nous n'avons pas un problème de refuser la nationalité à qui que ce soit. Nous disons que tous les Congolais, d'après la constitution actuelle, sont des Congolais. Ils vont continuer à être Congolais. Et d'ailleurs, nous sommes en train, à travers cette loi, de prôner le contraire de la congolité ou de l'ivoirité. Pourquoi? Parce que nous avons introduit une disposition dans la loi qui appelle pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire que on est né congolais, on vit congolais, on va mourir congolais et on sera enterré congolais. Personne ne peut enlever la nationalité congolaise à qui que ce soit. Par conséquent, si la loi est adoptée, le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, qui va remplacer l'exclusivité contenue dans la constitution actuelle, ce principe de l'irrévocabilité va redonner la nationalité à 10 millions de nos compatriotes. 10 millions de nos compatriotes qui sont essentiellement dans la diaspora. Et je voudrais souligner l'importance de ces 10 millions de compatriotes. 10 millions de compatriotes, ça veut dire la moitié de la population, par exemple, du Sénégal ou du Mali. 10 millions de compatriotes, ça veut dire la population combinée du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la République centrafricaine et du Burundi. 10 millions de nos compatriotes, ça veut dire des ressources humaines de qualité qui sont éparpillées à travers le monde et à qui on a refusé la nationalité congolaise en disant « vous avez opté pour une nationalité étrangère, par conséquent vous n'êtes plus congolais ». Moi je voudrais vous dire, parce que j'ai vécu dans la diaspora pendant 40 ans, je vais vous dire comment ils sont arrivés à avoir ces nationalités étrangères, belges, françaises, américaines, indonésiennes ou sénégalaises, n'importe où ils habitent. Ils ont opté pour ces nationalités-là. Pourquoi? Pour leur permettre de trouver du travail, de gagner de l'argent, de supporter leur famille et d'envoyer un peu d'argent d'épargne qu'ils réalisent à leurs familles qui sont restées ici en République démocratique du Congo. Devons-nous les sacrifier parce qu'ils ont été suffisamment intelligents d'opter pour ces papiers-là afin de se faire accepter dans les sociétés où ils habitent? Je pense que c'est une erreur qu'on puisse dire que ces gens ne sont plus congolais parce qu'ils n'ont jamais dit non à la nationalité congolaise. C'est une constitution bidon que nous avons qui dit que parce que vous avez opté pour les papiers, j'appelle ça papier, je ne les appelle même pas nationalité étrangère, vous avez opté pour les papiers dans les pays d'accueil, par conséquent vous n'êtes plus les nôtres. C'est faux, ces compatriotes continuent à être congolais, ils veulent être congolais et ils vont continuer à être congolais jusqu'à la mort. C'est pour cela que la proposition de loi que nous avons mise sur la table, elle appelle pour la modification constitutionnelle, pour que l'article 10 de la Constitution, qui dit que est congolais, c'est lui qui est de père ou de mère congolais, ou bien celui qui est de père et de mère congolais, ou bien celui qui s'est naturalisé congolais, ou bien celui, un enfant apatride qu'on a trouvé dans la rue, on ne connaît pas où se trouvent ses parents, on le ramasse dans la rue, sur le sol congolais, cet enfant est présumé être congolais. Nous acceptons toutes ces catégories-là comme étant des citoyens congolais à part entière. Et personne ne doit perdre sa nationalité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous disons que nous avons ces différentes catégories de Congolais, n'est-ce pas? Mais qui peut être éligible pour occuper certains postes? Je me suis inspiré des exemples de beaucoup d'autres pays. Je ne suis pas fou, je n'ai pas inventé cela. J'ai regardé d'abord notre pays, la République démocratique du Congo. Pendant la période du maréchal Mobutu, on avait une constitution, la constitution de la République du Zaïre, qui avait en son article 7 une disposition qui disait que pour être candidat du mouvement au poste de président du mouvement populaire de la révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. C'est pas moi qui ai inventé cela. Et tous les protagonistes, les détracteurs qui sont en train de m'insulter aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils étaient dans ce pays-là.
au moment où il y avait cette disposition du Zaïre. Et personne d'entre eux n'avait protesté contre cette disposition. Ils n'étaient pas éligibles à être candidats à la présidence de la République du Zaïre à l'époque. Ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont tripatouillé la Constitution, ils ont utilisé la corruption, ils ont utilisé des menaces et ils ont utilisé en quelque sorte la force sur des citoyens qui nous représentaient là-bas pour leur dicter de changer cet article-là pour que l'éligibilité à la présidence de la République devienne ouverte à tout le monde. Maintenant, on a opté pour une disposition qui dit, pour être candidat au poste de président de la République, il fallait être congolais d'origine. Mais ils n'ont pas défini le mot congolais d'origine. Si bien que beaucoup de nos compatriotes qui étaient présents en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que congolais d'origine disait la même chose que sous la République du Zaïre, c'est-à-dire être né de père et de mère zaïrois. Or, les malins avaient autre chose donc derrière leur tête. Par conséquent, on a adopté une constitution qui ne reflète pas réellement ce que la majorité donc des Congolais veulent voir. Nous proposons aujourd'hui qu'on remette cette disposition-là, qu'on dise simplement que pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut être congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais. Né de père et de mère congolais d'origine d'ailleurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les autres compatriotes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le pays. Ils peuvent être présidents des clubs de football, ils peuvent diriger les écoles, ils peuvent être professeurs d'université, ils peuvent être des médecins, ils peuvent même être des ministres, des députés nationaux, des parlementaires, ils peuvent être des sénateurs, ils peuvent occuper tous les postes qu'ils veulent, sauf les postes de souveraineté, c'est-à-dire président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, gouverneur des provinces, les hauts magistrats de la République, les présidents de la Cour constitutionnelle, tous les hauts magistrats de la République, les hauts commandements militaires, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée et tous les adjoints qu'il a dans cette catégorie-là, mais aussi le haut commandement du commissariat général de la police nationale. Je pense que ces postes sont tellement stratégiques qu'il faut les réserver aux Congolais dont on n'a pas d'inquiétude sur leur loyauté à l'égard du pays. J'y ajoute aussi le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les finances, les affaires étrangères, l'intérieur, la justice et la défense. Ces postes-là seraient réservés exclusivement aux Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à la République démocratique du Congo. Cela ne veut pas dire que les autres Congolais ne sont pas bons. Ils sont très bons. Ils pourraient même être très loyaux à l'égard de la RDC. Mais nous voulons minimiser le risque. Parce que si on généralise et on dit simplement que tout le monde est éligible, on va se retrouver dans une situation où on peut avoir par exemple un président de la République dont le père est rwandais ou ougandais et la mère est congolaise. Et en cas de conflit entre la RDC et le Rwanda ou l'Ouganda, il prendrait la part de quel pays? Pourquoi? Parce qu'il est partagé. Il ne peut pas bombarder le Rwanda ou l'Ouganda de son père en cas de nécessité. Nous voulons que le chef de l'État ou tous ses postes régaliens soient occupés exclusivement par des gens qui seraient 100% loyaux à l'égard de la RDC et qui prendraient toutes les décisions purement et simplement dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. C'est ça le sens du verrouillage que nous proposons à ces postes-là. Maintenant, il y a une autre disposition qui est contenue dans la proposition de loi que nous faisons. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Cette disposition, elle est tellement importante, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons près de 10 millions de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora et qui ont acquis de nationalités étrangères. Il n'y a aucun pays du monde qui refuse des ressources humaines. Aucun pays ne peut refuser 10 millions de personnes en disant
Vous êtes allé à l'étranger, vous avez acheté des papiers ou vous avez acquis des papiers étrangers, donc vous n'êtes plus le nôtre. Et je voudrais vous parler d'un cas particulier, mon exemple personnel qui me touche. Je suis congolais de père et de mère. Mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-parents, jusqu'à 10 générations que j'ai pu identifier du côté de mon père, mais également du côté de ma mère. Ils sont originaires d'où? D'Ngandanjika, dans l'actuelle province de la Lomami, dans le Grand Kasaï. Vous pouvez aller là-bas. Je peux vous indiquer comment y arriver. Vous allez d'ici à l'aéroport de Ndili, vous prenez un avion, vous arrivez à Mbujimai, vous prenez une voiture ou bien un bus, vous conduisez jusqu'à Ngandanjika. Et de là, vous allez dans un village qu'on appelle le Benampiana. C'est chez moi là-bas. Et quand vous arrivez à Benampiana, vous allez découvrir une chose. Mon père s'appelait Edouard Tchani. Il est fils de Mulumba Chambouyi. Lui-même fils de Kak Muchita. Lui-même fils de Muchito Angumbi. Vous allez jusqu'à 10 générations, vous allez voir leur tombe. Vous pouvez organiser le DNA. Le DNA en français c'est quoi? ADN, les tests ADN. On peut aller creuser là-bas et vous allez trouver que je suis autochtone originaire de ce village-là. On va juste à côté, le village de ma mère, chez Benakaseki en Ngandanjika. Vous allez trouver aussi mon grand-père maternel, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations, ils sont tous originaires de là. Je suis un fils de ce pays, autochtone authentique. Maintenant, je vivais à Washington pendant 40 ans, aux États-Unis. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Avec une femme zaïroise, une femme congolaise, on a eu des enfants qui sont nés aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à la Banque mondiale. Banque mondiale, c'est une institution où le gouvernement congolais est actionnaire. C'est-à-dire que nous devons avoir des gens qui nous représentent, qui travaillent dans ces institutions-là. Et j'étais l'une de ces personnes qui vivaient là-bas, qui travaillaient à la Banque mondiale et qui représentaient notre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, ma femme a dû accoucher aux États-Unis des enfants. Ces enfants sont nés dans les hôpitaux américains. Je ne pouvais pas prendre l'avion pour que les enfants viennent naître dans les hôpitaux à Kinshasa. Une fois que les enfants sont nés aux États-Unis, on leur donne ce qu'on appelle birth certificate, c'est-à-dire l'acte de naissance. Cet acte de naissance sert de preuve de nationalité américaine. Mes enfants ont la nationalité américaine, pas parce qu'ils ont choisi, mais plutôt parce que leur papa et leur maman vivaient à Washington, moi travaillais à la Banque mondiale. Donc, les enfants ont pu avoir ces papiers-là, qu'on appelle l'acte de naissance aux États-Unis d'Amérique, qui leur permettent d'aller dans les écoles publiques, d'étudier gratuitement, d'avancer dans la société et même de trouver du travail là-bas, de gagner de l'argent qu'on envoie ici pour financer des petits projets dans notre pays. Faut-il sacrifier ces enfants en leur disant « Vous n'êtes pas congolais parce que vous êtes nés là-bas » La constitution actuelle a péché sur ce point-là. Mes enfants n'ont jamais choisi d'être américains. Ils sont congolais de sang, ils sont congolais de tout. Et ils doivent regagner, retrouver la nationalité congolaise lorsque cette loi sera donc approuvée. C'est ça la réalité avec beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Donc, je voudrais peut-être m'arrêter ici en vous rappelant simplement que la loi en question a 2 composantes. La première composante, c'est de verrouiller l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté que j'ai énumérées tout à l'heure. Et la deuxième portion de la loi porte sur le changement constitutionnel pour qu'on puisse déclarer le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, pour que personne d'entre nous ne puisse être forcé à perdre la nationalité congolaise pour quelque raison que ce soit. Si vous allez à l'étranger et que vous trouvez que c'est convenable pour vous d'obtenir les papiers ou la nationalité étrangère qui vous permettrait de travailler là-bas, tant mieux pour vous. Mais quand vous revenez au Congo, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous redevenez congolais comme tout le monde. Avant de conclure, je voudrais commenter sur quelque chose que j'ai vu se passer sur les réseaux sociaux depuis hier.
le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, que je salue au passage, est allé aux États-Unis pour prononcer un discours important au nom de notre pays et au nom de toute l'Afrique, parce qu'il est aussi président de l'Union africaine au niveau de l'Organisation des Nations Unies, à l'Assemblée générale. Après avoir terminé cela, il a rencontré quelques compatriotes qui travaillent à la Voix de l'Amérique, M. Marius Mungu, qui lui a posé la question sur sa position sur cette loi ici. Il a parlé et j'ai regardé la vidéo. Il n'a rien dit de mauvais. Mais nos détracteurs essayent de lui mettre les mots dans la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la loi en question a été proposée par un de notre compatriote, Noël Tchani, qui est congolais, et on ne peut pas lui refuser de réfléchir et de proposer des choses qui peuvent être utiles à notre pays. Mais on essaye de m'amener dans ce débat-là à ce stade. Il a bien dit qu'il n'a pas de position pour l'instant. Et il a tout à fait raison. En tant que président de la République, en tant qu'institution présidence de la République, il doit attendre que les autres institutions fassent leur travail. C'est-à-dire l'Assemblée nationale va étudier la loi, va débattre au niveau donc de tous les députés nationaux et va voter. Si la loi est votée, et j'ai prédit qu'elle sera votée à 80%. Si la loi est votée, elle va être envoyée au niveau du Sénat. Le Sénat va voter aussi en majorité. Et la loi sera envoyée maintenant où? Chez le chef de l'État, au président de la République, qui devra soit exercer son droit de veto s'il est contre, ou aussi la promulguer pour que ça puisse devenir une loi. Moi, je souhaite que notre président de la République s'abstienne d'intervenir dans les discussions à ce stade-ci. Et c'est ça qu'il a fait. Il va attendre jusqu'à ce que la loi lui soit apportée officiellement et il va se prononcer à ce moment-là. Maintenant, sur ce qu'il a dit à la Voix de l'Amérique, en disant que ce sont les Congolais de père et de mère qui ont ruiné ce pays, est-ce qu'il a tort? Non, il a totalement raison. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous est arrivé. Le Congo a été mal géré. Il a été géré par qui? Par nous tous. Les Congolais de père et de mère, les Congolais de père ou de mère et les autres Congolais. Tous les Congolais, pardon, doivent assumer la responsabilité de ce qui nous est arrivé jusqu'à présent. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas verrouiller l'accès à ces fonctions de souveraineté comme le font d'autres pays. Je vous donne quelques exemples. La Zambie, ici à côté, a une loi similaire qui dit que pour être président de la République, il faut être zambien avec les deux parents zambiens et on doit reculer dans le temps pour déterminer même combien de générations vos parents ou bien vos origines sont zambiennes. Il y a d'autres pays africains, plusieurs en Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ici en Afrique subsaharienne, le Cameroun, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, ils ont les mêmes dispositions. Mais je voudrais vous indiquer l'exemple le plus frappant. C'est les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie dans le monde, les donneurs de leçons. Aux États-Unis, il y a une disposition qui dit que pour être président de la République, il faut être né sur le sol américain. C'est comme ça que Barack Obama, Bill Clinton ou bien John F. Kennedy sont devenus présidents de la République parce qu'ils remplissent ce critère-là. Maintenant, est-ce que la loi américaine autorise tout le monde, permet à tout le monde d'être candidat quand il le veut? Non. Il y a des gens célèbres tels que Henry Kissinger. Henry Kissinger était le secrétaire d'État aux affaires étrangères, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est l'un des plus célèbres que les Américains n'aient jamais connu. Il y a eu Madeleine Albright, il y a eu aussi Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger était gouverneur de l'État de Californie. Et Schwarzenegger, il était très populaire. Il est très populaire jusqu'aujourd'hui. Il peut tout faire aux États-Unis, sauf devenir président de la République. Pourquoi? Parce qu'il ne remplit pas ce critère d'être né sur le sol américain. D'après la Constitution américaine, la population américaine est de 325 millions d'habitants, n'est-ce pas? Environ 100 millions de Congolais, 100 millions d'Américains ne sont pas éligibles à la présidence de la République. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas le critère d'être nés sur le sol américain. Si eux, les Américains, qui nous ont précédés dans la démocratie, ont pu établir une loi qui est discriminatoire, qui
qui fait la distinction entre Américains, qui détermine qui peut être président et qui ne peut pas l'être. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, un jeune pays, convoité par tous les pays voisins et tous les pays du monde, on ne prendrait pas des dispositions pour protéger la souveraineté nationale, pour éviter des infiltrations au sommet de l'État? Je voudrais demander à tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire du monde de s'informer avant de critiquer cette proposition de loi. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai parlé suffisamment. Je vais peut-être me réserver pour les questions-réponses, si vous en avez. Donc voilà la proposition de loi que nous avons faite. Et je voudrais remercier à ce stade ici un certain nombre de personnes. La première personne à remercier, c'est Honorable Nsingi Pouloulou. Nsingi Pouloulou, c'est un jeune député. C'est un député exceptionnel. Il a montré le courage et l'attachement aux valeurs de notre pays. Malgré les menaces, les intimidations, il a dû endosser la loi que nous avons déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi remercier les deux présidents de deux chambres, M. Mbosso, mais aussi M. Bahati. Ils sont très ouverts. Ils veulent que la démocratie fonctionne. Ils veulent que les débats puissent avoir lieu de façon transparente. Vous vous posez la question de savoir à quel niveau la loi se trouve aujourd'hui. La loi se trouve à l'Assemblée nationale. Elle a été envoyée au bureau d'études. Le bureau d'études l'a étudiée. Et j'ai compris que peut-être la semaine prochaine, on va m'inviter, moi et Honorable Nsingi Pouloulou, pour nous donner des éléments d'appréciation. S'il y a des corrections à faire, on les fera. Mais la loi va être soumise au débat des députés nationaux, comme cela se passe dans une démocratie. Et j'anticipe qu'elle sera votée massivement. Je vous remercie. Acclamons pour le débat. Donc, permettre français au lever de l'élève à comprendre Dieu merci, Dieu journaliste à Face TV, présentateur de l'émission, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous avons CG CG aux Arabes. Nous avons des questions pour le débat. Donc, tu peux le remarquer ces élections. Quelles sont les questions? Le lundi de ces difficile, permet de nous donner le lundi 4 difficile. L'élection nous avons en 2023 entre les Sénégalais et la secrétaire au ministère Kaboula. Il n'a pas engagement pour l'IDPS dans l'élection de 2023. Parce que ce qui est abordé, c'est la capacité pour le 22 000. Parce que le Congrès salamité, pour tous ces choses, la secrétaire, pour tous les secrétaires, la secrétaire, n'a pas pour la charge de l'IDPS. Ou bien pour l'élection, pour ça, le Congrès, ou bien pour ça, la Congrès avec l'élection. Mais c'est d'autres amis, questions d'amis. Tout le monde a session pour le septembre, pour la loi de la classe. Réaction les amis par rapport à la classe de loi de la session. Et deuxième question, les amis, vous allez être candidat en 2018. Pourquoi loi Oye qui propose en 2018? Vous allez d'abord poser une élection pour que vous proposez à un moment ou bien comment, ou bien soit il n'y a pas de personne qui veut faire un congolais de sous bazar pour bateau, et ça doit envoyer dans l'occasion et faire et ça là que non aux hommes la masse sur la pour la gestion en boka aux hommes comme moi le là ba pesa au moins poids et moi le proposer loi. C'est ça moi des questions. Na zana motuna et pas ya mwana mboka tiani. Atuka makambo oyo yo bimise biso eza ya minene. Parce que to landi na ba média et vibrer vraiment makasi. Babi kutuke et on luka même par rébellion et on luka babi tumba makambo rebelle. Qui est derrière toi? Et c'est ça ma vérité. Qui est derrière toi? Parce que baba mwana soso kazo bimba la nzungu, c'est maman na ezana. Ngaskwelo na ngana ye barake. Courage wana au mwana mboka zui parce que ezana ba balé na mineno bazawana bazo se retrouver déjà ba non partant donc kwanga okateli bango kwanga naka ou eloko eleki. Qui est derrière toi? Parce que na yoka ki mwana mboka oyo ko remercier a siko Nsingi Pouloulou. Alors bien zui ba menace de mort. A zui ba menace
mabe oyo esalami biso toza presse bamosusu bazwi bataki peti sikoyo ezocontinue kaka mpo na loi oyo so yo obangi nokuta ata liwa te obangi nokuta bamenace te yebisa biso vraiment qui est derrière toi obomba nani. Je réponds au nom de l'Intel Chibaba pour le compte de Bosso Télévision. Terminal Chibaba pour le compte de Bosso Télévision. Je crois que mes deux questions ont été posées, mais je vais quand même le reposer. La première question s'adresse au secrétaire Bibao. Allons-nous assister en 2023 à une scène dissociation? Parce que c'est clair, vous dites que vous avez des stratégies, mais vous avez élaboré ces stratégies vous seul, avec des personnes qui vous accompagnent. Qu'en est-il de notre camp avec le CG Officier Kaboué? Allez-vous vous associer ou allez-vous continuer avec cette dissociation? La deuxième question s'adresse au docteur Moïse. C'est une question. Pouvez-vous éclairer la lanterne des Congolais qui pensent que votre loi vise uniquement Monsieur Moïse Kaboué? Denis Tanda Chibuka. Je suis le patron du journal Courrier d'Afrique. Là, je vais poser une question à Dr Chani qui a deux volets. Je viens de découvrir autre chose dans ce que vous venez de nous relater. La loi était mal interprétée, soi-disant par les adversaires. Pour les autres, dans le milieu de la presse où nous sommes, ils ont interprété que vous avez vécu à Lubumbashi. La loi qu'on appelle aujourd'hui loi Tchadi, ce n'est pas loi Tchadi, c'est une loi katangese. Quand vous avez vécu à Lubumbashi, vous étiez ami personnel à Moïse Katumbi. Moïse, vous avez refusé un service. C'est comme ça que vous avez pris la loi qui était la loi katangese. Vous avez étalé maintenant au service des nations pour déclasser Moïse Katumbi. Est-ce que vous pouvez nous répondre avec beaucoup de commentaires? Oui, je disais, je voulais remercier tous les journalistes qui ont soulevé des questions extrêmement importantes et qui montrent l'intérêt que le public et la presse et les Congolais attachent à la proposition de loi que nous avons mise sur la table avec Honorable Nsingi Pouloulou. Je crois qu'il y a beaucoup des choses qui sont mal comprises et nous voulons vraiment qu'à travers de telles sessions de discussion qu'on puisse élaguer ces incompréhensions pour que tout le monde voit ce que nous voulons réaliser. Je voudrais de prime abord donc vous dire que moi qui vous parle, je n'ai aucune autre ambition à part servir mon pays. J'ai travaillé à la Banque mondiale à Washington. Avant la Banque mondiale, pendant 30 ans, j'ai travaillé dans les banques commerciales à New York. Et j'ai travaillé dans la plus grande banque du monde, JP Morgan Chase. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je vivais très bien dans des grosses maisons. J'ai roulé dans des très belles voitures. Mais j'étais très malheureux à la fin de la journée. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que j'entendais des nouvelles qui venaient de mon pays, c'était des nouvelles tristes. C'est-à-dire, telle tante est malade, elle est morte donc d'aspirine, par manque d'aspirine. Telle personne est malade, n'a pas de travail. Et je me dis, mais à quoi nous servent toutes les ressources naturelles dont on parle? Depuis que je suis né, on nous parle donc du scandale géologique que nous sommes, la RDC. Mais ça nous sert à quoi? C'est comme ça que j'ai décidé d'abandonner tout ce luxe-là aux États-Unis et de venir ici me joindre à vous pour que nous puissions ensemble transformer la RDC au profit de tous. Donc retenez ceci, tout ce que je fais chaque jour, chaque minute, ça ne vise pas un individu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que le Congolais retrouve du bien dans la gestion judicieuse des ressources naturelles que le bon Dieu a bien voulu nous donner. Donc la proposition de loi que je fais aujourd'hui, je ne l'ai pas inventée aujourd'hui. Je vous invite à aller lire le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que j'ai publié en 2016. J'ai publié ce plan Marshall et Dieu me voit. J'ai même pris, je vais publier d'ailleurs en repartant chez moi, la photo où je remettais le plan Marshall à Étienne Tshisekedi, à Bruxelles. Et il l'avait béni en me disant, vous savez quoi?
Ce plan va changer la RDC. Il sera mis en œuvre dans notre pays. Je garde espoir qu'il sera mis en œuvre. Dans ce plan-là, il y avait plusieurs composantes. Je prônais de pouvoir changer la gouvernance en luttant contre la corruption. Je prônais de pouvoir mettre en place les infrastructures de base, c'est-à-dire construire les routes, les aéroports, les chemins de fer pour connecter toutes les provinces de la RDC. Je prônais la diversification de l'économie congolaise, c'est-à-dire l'industrialisation accélérée pour qu'on puisse transformer localement les matières premières congolaises. Je prônais la mise en place d'un système d'éducation et de santé qui permettent à tous les Congolais de vivre mieux, d'étudier et de vivre le plus longtemps possible. Je prônais beaucoup de choses dans ce plan-là. Mais à la fin de la journée, je prônais la mise en place d'un état de droit, c'est-à-dire... un état de droit, c'est-à-dire que nous devons avoir des lois qui s'appliquent à tout le monde. Et ces lois doivent être transparentes. Je prônais la redéfinition de la citoyenneté congolaise. Et dans ce cadre-là, je me disais, pour accéder aux fonctions importantes dans notre pays, nous devons avoir des critères. On ne peut pas permettre à n'importe qui. J'ai vu le danger venir. Je ne peux pas vous donner certains détails. Mais avant que je puisse me lancer dans la campagne présidentielle, je savais ce que les gens étaient en train de planifier. Ils planifiaient de mettre de côté l'UDPS. Et j'ai vu ça venir. Je me suis dit, bien que étant avec l'UDPS, si on écarte l'UDPS, je voudrais être là et je vais offrir donc l'alternative aux gens. C'est pour ça que je me suis présenté candidat aux élections présidentielles. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas fait campagne. Je n'ai pas fait campagne parce que je restais comme un joueur de réserve en se disant, vous éliminez celui-ci, je saute sur le terrain et vous n'allez pas nous éliminer tous. C'était ça le sens. Maintenant, j'ai regardé aussi qui était... J'ai regardé aussi qui pouvait devenir président de la République d'après la Constitution actuelle. J'ai parlé avec les Occidentaux, les Américains, et je voyais ça venir. J'ai vu qu'on préférait mettre à la tête du pays des gens qui ne sont pas loyaux à la République démocratique du Congo. J'ai vu cela venir. Je me suis dit, il faut qu'on ait une loi pour dire non à toutes ces manigances-là. C'est comme ça que j'ai proposé cette loi avant 2016 dans le cadre du plan Marshall, mais on n'en a pas beaucoup parlé parce que personne ne faisait attention à cela. C'est maintenant que j'ai remis la loi sur la table que les gens se sont réveillés en disant « Ah, vous visez telle personne ». Pourquoi est-ce que nous devons perdre notre temps à dire que la loi que je propose, ça vise tel individu? Ça ne vise personne. La loi, elle est impersonnelle. Je veux que désormais, qu'on puisse savoir qui peut diriger la RDC. Qui peut diriger la RDC, et cette personne doit être 100% loyale à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question personnelle. J'ai entendu des gens qui racontent des histoires, que j'étais au Katanga, je vivais là-bas, j'aurais demandé de l'argent à Moïse Katumbi, il m'aurait refusé de l'argent, et que c'est pour ça que je fais ceci. Je voudrais dire aux gens que vous faites une erreur. Je n'ai jamais vécu au Katanga. Je n'ai jamais vécu là-bas. J'ai vécu en Nganajika. Après Nganajika, je suis venu ici à Kinshasa. J'ai eu la bourse d'études. Je suis allé étudier à Liège en Belgique, à Grenoble en France. Je suis revenu à Paris. Je suis allé à San Francisco aux États-Unis, à New York. Je suis revenu à Washington. Je n'ai jamais vécu au Katanga. Il y a une confusion qui est faite avec mon cousin. J'ai un cousin qui s'appelle aussi Tchanymoa Djamvita Kalenga. On l'a surnommé Tchanyloso. Il vendait du riz partout. Il avait des minoteries à Kasongo, un peu partout. C'est au Maniema. C'est lui qui a vécu au Katanga. Ce n'est pas ce petit Noël Tchani ici. Donc, je n'ai jamais... Et je voudrais que vous sachiez une chose en ce qui me concerne. La seule personne ou institution qui m'a déjà donné de l'argent dans ma vie, c'est le gouvernement du Zaïre qui m'avait donné la bourse d'études. Je ne demande jamais l'argent à qui que ce soit. Jamais. Je vis comme je vis là. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais j'estime que le peu de moyens que j'ai, ça me permet de vivre. Une question qui a été posée. Banamboka balo bagalingala. Ndengani ngana lo bagalingala te.
Oh, c'est une question très intéressante. Maman, il faut y avoir que République démocratique du Congo ezali na 4 langues nationales. Chiluba, Lingala, Swahili et Kikongo. Nga na botamaki, na Nganajika. Là-bas, c'est pas le Lingala qu'on parle, c'est le Chiluba qu'on parle. J'ai étudié en Chiluba et j'ai étudié en français. Je suis passé par Kinshasa pendant très peu de temps pour aller à l'étranger. Quand je reviens ici, je ne dois pas être forcé à parler la langue de Kinshasa si je ne la connais pas. Mais j'ai fait un effort. Nazo tanga chaque jour pour naïeba comment communiquer na bande qu'on a biso nyonso o bavana na Kinshasa o balobaka lingala. Mais ce n'est pas obligatoire de parler le lingala. OK? Ce qui peut permettre encore peut-être 6 mois, na sera capable de communiquer en lingala peut-être un peu plus facilement qu'actuellement. Mais il faut bien réaliser que je suis... Voilà. Donc la langue, on est en train de gérer ça. Maintenant, la question de savoir si la loi que nous proposons va provoquer la rébellion ou les attaques sur le Congo. Je vais vous renvoyer à l'histoire. Sous la République du Zaïre, on avait la même disposition. Est-ce qu'on avait des rébellions contre, à cause de cette loi qui existait, l'article 7 de la République de la Constitution de la République du Zaïre? On n'avait pas de rébellion à cause de ça. Les mêmes individus qui menacent aujourd'hui de faire des rébellions, ils étaient ici, ils étaient des Zaïrois. Ils vivaient avec nous. Ils n'ont jamais fait de rébellion. Ils ont accepté cette loi-là à l'époque. Ils ne se sont jamais rebellés. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils font là, nous appelons ça du blabla. C'est pour menacer, pour voir si on est intimidé, pour qu'on puisse leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais la loi va passer, il n'y a personne qui va se rebeller contre son pays. Et si quelqu'un se rebelle contre la République démocratique du Congo, devinez quoi? Il n'est pas congolais. C'est un étranger. Parce que tous les étrangers veulent la paix, veulent que nous vivions en sécurité, veulent que nous soyons tous ensemble. Congolais des pères et des mères, ou Congolais des pères ou des mères. Tout le monde, nous sommes Congolais et personne ne va se rebeller contre son pays à cause d'une loi qu'on mettrait donc en place. Maintenant, il y a une question où on me pose, on me demande qui est derrière moi. Maman, moi je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi la République du Zaïre m'avait envoyé étudier à l'étranger? C'est pour aller apprendre, pour que j'utilise ces connaissances-là au profit de mon pays un jour. Et j'ai voyagé dans près de 120 pays différents. Et j'ai vu des pays différents gérés d'après leur constitution. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de ces pays-là, la question ne se pose même pas si quelqu'un qui n'est pas 100% du pays pourrait devenir président de la République. Je me suis dit, nous devons être naïfs en ayant un pays qui est ouvert à toute infiltration étrangère. J'ai utilisé cette expérience d'avoir vécu ailleurs, d'avoir vu comment d'autres pays se comportent pour formuler cette loi. Donc celui qui est derrière moi aujourd'hui, j'ai découvert cela. Devinez qui? Le peuple congolais. La loi Tchani a retenti comme une bombe sur toute l'étendue du territoire national. Je reçois des coups de fil tous les jours. De Beni, Butembo, Kisangani, du Katanga, de Mbujimai, de Kananga, du Bas-Congo, du Bandundu, de l'Équateur. Tout le monde est unanime. Nous devons verrouiller pour protéger notre pays. Si on ne le fait pas, ce pays deviendra sous le contrôle des infiltrés, donc des étrangers. Et lorsqu'ils vont le devenir, ils vont devenir donc dans des postes de souveraineté. Nous allons devenir, nous Congolais, leurs esclaves. Nous devons nous battre pour éviter que cela n'arrive. Donc, la seule personne que j'ai derrière moi, c'est le peuple congolais. Vous avez mentionné les menaces de mort qui pèsent contre Singui Pouloulou. Vous avez mentionné les menaces de mort qui pèsent contre Singui Pouloulou. Et vous avez dit, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de telles menaces contre moi? C'est que vous n'êtes pas informé. Je suis menacé au même titre que Singui Pouloulou. Vous vous rappelez qu'il y a eu un compatriote du nom de Jacques Ndala qui a fait un discours incendiaire pour demander qu'on connaissait mon adresse et qu'il ne fallait pas payer sa moto, il fallait envoyer des gens. Ce sont des menaces de mort, ce sont des menaces sérieuses. Donc ne prenons pas des choses à la légère.
Ok, donc nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Singui Pouloulou est menacé, moi je suis menacé. Il y a même des gens simplement qui ont été vus avec moi ou avec Singui Pouloulou qui ont été menacés aussi. Donc prenons cela au sérieux, on doit nous protéger. Je demande à notre gouvernement d'ailleurs de renforcer notre sécurité parce que la loi va être discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Et plus nous nous approchons de ce moment-là, plus le risque qui pèse sur nous, les menaces qui pèsent sur nous deviennent même beaucoup plus préoccupants. Donc, je demande au gouvernement, aux institutions de la République de renforcer notre sécurité. Maintenant, il y a eu Denis Ntanga du Courrier d'Afrique qui a demandé, qui a dit que la loi, si la loi n'était pas mal interprétée, c'est la loi katangaise qui connaissait d'appliquer ici. Vous savez, moi je voudrais que toutes les provinces de la RDC considèrent qu'elles font partie du Congo. Nous sommes tous unis, nous sommes tous plus forts lorsque nous sommes ensemble. Mais quand on commence à dire donc les originaires de cette province, ça c'est pour nous et pas pour le reste, ce n'est pas une bonne chose. Moi je suis fondamentalement nationaliste. Et s'il y a plus nationaliste que moi, peut-être simplement Patrice Emery Lumumba. Mais je vais vous dire que je suis fondamentalement nationaliste. Je veux que le Congo appartienne à tous les Congolais et que tous les Congolais ont les mêmes droits. Que vous soyez des pères et des mères, des pères ou des mères, des Congolais d'adoption, nous devons tous avoir les mêmes droits. Mais dans cette classification, nous devons aussi nous assurer que pour des raisons de souveraineté nationale, comme cela se passe partout, qu'il y ait certains d'entre nous qui peuvent devenir présidents et d'autres qui peuvent occuper certains postes et d'autres encore qui peuvent se contenter des postes tels que être médecin, être professeur d'université, être ministre, être ceci, cela. Tout le monde ne doit pas devenir président de la République. Vous avez compris? J'ai déjà répondu à la question de savoir si la loi visait à déclasser certains candidats. Ce n'est pas ça le point. Et il y a quelqu'un qui a mentionné la question du directeur de communication de la présidence de la République, Eric Nindo. J'ai l'avantage de connaître Eric Nindo, c'est un ami personnel. Et je sais de quoi il est capable. Il a beaucoup, quand je faisais des conférences en Europe sur le plan Marshall, c'est lui qui faisait le modérateur. C'est un journaliste de premier plan. Il connaît le domaine de la communication. Maintenant, on l'accuse d'avoir amené 10 étrangers à la présidence de la République. Moi, je ne suis pas certain qu'Éric puisse commettre une telle erreur. Je le connais parfaitement bien. Si vous faites allusion aux Congolais qui sont venus de l'étranger avec lui et qu'on accuse d'avoir eu des nationalités étrangères, moi je dirais que ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Je souhaiterais que nous puissions mobiliser les bonnes ressources humaines, des ressources humaines de qualité que nous pouvons exploiter au profit de notre pays. Ces histoires de dire que tel Congolais c'est un étranger parce qu'il a acquis la nationalité belge, je souhaite qu'on puisse mettre fin à cela en adoptant cette loi. Si la loi est adoptée, on n'aura plus à utiliser ce langage-là à l'écart d'un Congolais d'où qu'il vienne ou quels que soient les papiers qu'il pourrait détenir. Et surtout, si la loi est adoptée, on ne va pas prendre le risque que l'un de nous, un Congolais, soit expulsé de la République démocratique du Congo, quelles que soient les raisons. On expulse pour l'envoyer où? Dans les pays étrangers, ce n'est pas chez lui. Et d'ailleurs, ils peuvent partir là-bas, une semaine après, ils reviennent ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je préférerais mourir dans mon pays que mourir dans un pays étranger. Maintenant, il y a Madame Davina de Bossolo TV qui avait demandé si la question visait Moïse Katumbi. Je pense que j'avais déjà répondu donc à cette question-là. La loi, elle est impersonnelle et ne vise personne. Et aucun d'entre nous n'est plus important que d'autres pour qu'on puisse faire une loi spécialement pour lui ou contre lui. C'est vraiment se prendre comme étant plus important que tous les 105 millions de Congolais que nous sommes. Donc la loi ne vise pas un individu. La loi sera mise en place et sera là pour des siècles et des siècles pour garantir aux Congolais que nous sommes, à nos enfants, nos petits-enfants, que le Congo va rester toujours sous notre contrôle et qu'il ne va pas nous échapper en tant que pays pour basculer
dans les mains donc des étrangers. Merci. Si j'ai raté une question, vous pourrez me rappeler. Je reviendrai. Merci. D'abord, je veux poser la question pour la double nationalité. J'ai entendu, vous êtes de l'américain. Moi aussi, je suis Mourouba belge. Je suis né en Demba. Et depuis la loi, j'ai été nommé comme commandant de la force de beauté, et sans du grand qui passe, qui le baisse. Mais depuis cette loi, j'ai été menacé. On a même torturé mes enfants. J'ai des preuves de blessures à cause de cette loi. Alors je voulais demander, est-ce que moi, un jour, je ne serai pas gouverneur au Kasaï central? Je ne serai pas bourgmestre à Ndemba peut-être? C'est ça ma question. Maintenant, il y a notre compatriote qui est habillé en tenue militaire là. Je crois que la question que vous avez soulevée pour Maman Marthe, elle a été répondue avec brio par le secrétaire général. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vais juste souligner que il faut être raisonnable. Ceux qui insultent des gens, des dames, ils ne sont pas sortis des dames. On doit les respecter. Que ce soit Maman Marthe ou que ce soit n'importe qui, on leur doit beaucoup de respect, beaucoup de considération. Ils ont fait le travail pour nous mettre au monde, pour nous élever, pour que nous devenions ce que nous sommes. Et nous arrivons à ce stade, ici on commence à les insulter. Et je pense que ce n'est pas humain, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas responsable. Donc on lui doit à Maman Marthe, mais à toutes les dames que vous voyez ici, à toutes les dames de la République, on leur doit beaucoup de respect et de considération. Maintenant, vous avez dit que vous me demandiez si vous ne pouviez pas devenir gouverneur du Kasaï. Je voudrais d'abord savoir, vous êtes Congolais de père et de mère ou de Congolais de père ou de mère? Je suis Congolais de mère, je suis belge de père. Belge de père, Congolais, voilà. Je suis né au Kasaï. Vous êtes né au Kasaï. Moi qui dis que tout le monde qui sont nés en 1950 sont belges. Venez ici, je voudrais vous parler. Mettez-vous debout là-bas. Mettez-vous debout là-bas. Je vais vous dire une chose. C'est que la première chose, c'est que je vous aime beaucoup. Vous êtes mon compatriote. Et quand je dis vous êtes mon compatriote à 100%. Il n'y a pas, vous ne méritez pas moins que ça. Vous êtes Congolais comme tout le monde. Et vous avez droit dans ce pays. Vous êtes l'un des nôtres. La loi qui vous donne la nationalité congolaise, on ne la change pas. Vous allez continuer à être Congolais jusqu'à la fin de votre vie. Du fait de votre mère, qui est ma soeur d'ailleurs. Donc vous êtes mon neveu. Je vous accepte et nous vous acceptons tous. Tous les métis doivent se reconnaître à travers vous. Ce que nous disons, c'est simplement que pour le pays là qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est le mien, qui est le pays de tout le monde, nous voulons prendre des dispositions pour le protéger. Pour le protéger, vous pouvez avoir la bonne volonté. Il peut y avoir 2 ou 3 éléments qui n'ont pas la bonne volonté et qui ne réfléchissent pas comme vous. On leur donne l'accès à la présidence de la République, ils basculent le Congo sous la domination étrangère. Pour éviter cela, pour le bien de tout le monde, pour votre bien, pour mon bien, pour le bien de tous les Congolais, nous disons simplement que vous pouvez tout faire dans ce pays, sauf les postes de souveraineté. Mais vous savez combien de postes il existe au Congo? Nous sommes 105 millions de Congolais. Je vais simplifier les choses. À supposer qu'on ait 105 millions d'emplois pour que chacun de nous, même les enfants, ait du travail. Vous pouvez trouver beaucoup de choses à faire, beaucoup d'emplois à occuper. Est-ce que vous pouvez vous sentir que vous êtes utile au Congo seulement si vous êtes président de la République? Donc c'est un faux problème. Il y a aux États-Unis des gens comme le Henry Kissinger. Henry Kissinger n'a rien à reprocher à qui que ce soit. Il a tout fait au profit des États-Unis. Il était secrétaire d'État. Il avait son avion personnel pour se promener à travers le monde en tant que secrétaire d'État. Il était très content, il a pris sa retraite. Arnold Schwarzenegger, c'est la même chose. Dans notre pays, on a connu des gens qui ont eu une carrière florissante, qui étaient soit des pères ou des mères, ou je ne sais pas comment ils sont devenus à être Congolais, mais ils sont Congolais quand même. Je donne l'exemple de l'ancien Premier ministre, l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo. Kengo a tout fait dans ce pays. Il était procureur général, il était Premier ministre, il était président
du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi de suite là. Mais Kengo n'est pas malheureux, il a été utile à son pays. Et d'ailleurs, quand je vous dis que j'ai eu la bourse d'études, je l'ai eu pendant qu'il était Premier ministre. Donc il a aidé des enfants congolais à devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et je voudrais le saluer et lui rendre hommage. Donc vous pouvez avoir aussi une carrière florissante comme lui. Si vous ne devenez pas président de la République, ce n'est pas un drame. Vous êtes aussi donc belge, 50%, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez prétendre devenir le roi des Belges? Mais si vous ne pouvez pas devenir le roi des Belges en Belgique, pourquoi voulez-vous devenir simplement président de la République démocratique du Congo? Donc par conséquent, je vous aime beaucoup, je vous admire, je vous souhaite plein succès, je veux qu'on travaille ensemble. Cette loi va vous protéger, va protéger tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu, les métis sont les nôtres, ils sont tous congolais et on les accepte comme tels. Merci. Si je peux rajouter, oui. Si j'ai réagi à cette façon, c'est ce que vous voyez, j'ai des blessures, j'ai le nez cassé. Je condamne les violences. Je condamne les violences d'où qu'elles viennent. Et il n'y a personne parmi nous les Congolais qui peut prendre son doigt, taper notre Congolais parce qu'il est 50% Congolais. 50%. D'ailleurs, il n'y a personne qui est 50% Congolais. Vous êtes Congolais à 100%, sauf que vous avez l'un des parents qui est étranger. Donc ceux qui vous ont tapé, il faut que la loi s'en occupe. Ils ont tort de faire cela et nous voulons que tous les Congolais soient traités de la même façon, au même titre que moi et les autres qui sont donc dans cette salle. Merci, Excellence. Merci. Je vous bénisse et je mets la presse en témoin que je ne suis pas là pour être chef de l'État, mais je suis là pour soutenir mon prince, le fils du roi Etienne Tshisekedi de l'UDPS, à 100% pour 2023 aux élections. Mon souhait, en tant que fils maison qui est sorti aussi donc de l'UDPS ou qui est de l'UDPS, mon souhait c'est que l'UDPS puisse se remettre ensemble. Toutes les différentes fractions ne vont pas nous amener à la victoire que nous souhaitons. Je voudrais encore une fois de plus faire appel à vous qui êtes ici, mais à toutes les structures qui se nomment UDPS. Celles qui sont dirigées par les Jean-Marc Kabound, les Augustin Kabouya, et tout le monde. Si vous pouvez trouver donc un modus vivendi pour que le congrès à venir soit un congrès de l'unification plutôt que de division, je pense que le parti et le peuple congolais en bénéficieraient. Et je pense que vous pourrez faire beaucoup pour que ce congrès puisse aller de l'avant et qu'on ait un grand parti politique capable de rivaliser avec tout le monde. Mais dans l'hypothèse où vous vous mettez tous ensemble et qu'il y a un nombre limité de sièges, il y aura beaucoup de candidats à travers le pays, s'il vous plaît. Il y aura un certain nombre de candidats à travers le pays au niveau de la députation. Si vous n'avez pas suffisamment de place pour tout le monde pour caser les gens dans l'UDPS, venez aussi donc sous le label de la force du changement que je préside. Nous allons réaliser le même objectif parce qu'à la fin de la journée, nous avons la même vision et nous voyons les choses de la même façon. Je vous remercie. Merci. Je déclare clos les salons politiques des organes de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social.